Et on est de retour pour parler des Oilers, une équipe qui a eu vraiment une glissade assez monumentale récemment. Pour vous donner une idée, on a quelques chiffres à vous présenter. Les Oilers, donc, une fiche de 2-9-2 à leurs 13 derniers matchs. Défensivement, ça va pas bien. On accorde près de 4 buts par match. L'entraîneur, Dave Tippett, a blâmé son gardien, Mikko Koskinen. Koskinen a répondu dans les médias. Ça va vraiment pas bien, donc, à Edmonton, les gars. Et puis, je voulais vous en parler aujourd'hui. Donc, bon, on va y aller avec toi pour commencer, Nicolas. Est-ce que tu penses que c'est réparable du côté d'Edmonton ou est-ce que ça prend quelque chose comme un changement d'entraîneur? Ken Holland a dit on change trop souvent d'entraîneur, tout ça. Qu'est-ce que tu penses de la situation là-bas? Ben, c'est un fait, en fait, qu'on on change souvent d'entraîneur à Edmonton. On manque de stabilité depuis longtemps et je pense que la nouvelle administration avec Ken Holland, c'était un peu l'objectif d'amener cette stabilité-là. Je pense pas que c'est un changement d'entraîneur qui va survenir prochainement. Du côté d'Edmonton, on a commencé à mettre une équipe intéressante en place sur la glace, mais il manque encore des éléments. Puis je pense que c'est simplement que ça les rattrape par rapport au début de saison. Donc, tu sais, quand on regarde bon, le problème depuis toujours à Edmonton, c'est devant les filets avec Mike Smith qui a été blessé en début de saison, qui avait Ouais. connu une bonne année l'an passé, mais qui là ne joue pas de match. Donc, la tâche revient à Mikko Koskinen qui est tout simplement mauvais en fait devant le filet d'Edmonton. Donc, Ouais. ça ne fonctionne pas. Il y a un peu une petite guerre entre l'entraîneur et lui, bon, qui est apparu dans les médias la semaine dernière, mais ça reste que oui, même si l'équipe compte moins de buts qu'en début de saison, il n'est pas normal qu'on perde autant de rencontres et que le gardien de but ait un pourcentage d'arrêt en fait sous les 900. Donc, c'est dur de gagner dans ce temps-là. Mais c'est sûr, je dirais les Oilers, c'est une équipe qui, à chaque année, va chercher beaucoup de joueurs qui sont brochés au noyau. On espère après ça que ça fonctionne, que la recette marche. Ouais. Mais je pense que ce que ça va prendre, c'est de garder la plupart des éléments en place et juste de travailler justement pour créer une certaine chimie d'équipe avec en fait, les morceaux qu'on a été chercher là, au cours de l'été. C'est ça, c'est ça. Pierre-Carl, toi, qu'est-ce que tu en penses de la situation à Edmonton? Est-ce que c'est quoi les solutions qui peuvent être apportées à l'équipe? Ouais, Meilleure défensive, meilleur gardien? ben, c'est sûr Bonne idée. qu'un gardien de but, Julien, on va faire son commentaire. Evander Kane va rétablir la situation. Tout ça, j'en reviens même pas. Ouais. On parle de lui avec les Oilers, là, mais en tout cas, parce que tu sais, les Sharks de San Jose, les joueurs, ne le voulaient même pas dans le vestiaire. Fait que pourquoi le DG des Oilers donnerait une deuxième chance pour aller chercher, pour que là, il soit dans le vestiaire des Oilers? C'est déjà que ça va pas bien. Je pense pas qu'un joueur de un problème, ça va aider les Oilers. On a besoin de se concentrer sur nous-mêmes. Toi, Puis, tu penses pas qu'ils vont aller le chercher? ben, en tout cas, peut-être qu'ils vont aller chercher, mais personnellement, je ne suis pas le DG, là, mais je Non, penserais pas que ça effectivement. serait je penserais pas que ça serait une bonne décision. Là. Les Oilers sont quand même près des séries, même s'ils ont une mauvaise séquence là, depuis plusieurs matchs. Ils sont 10e dans l'Est, mais ils sont seulement à 3 points des Sharks qui sont 8e. Puis ils ont 3 parties en main, ils sont comme à 3 points. Là. Donc, c'est pas terminé pour eux, mais c'est sûr que il doit se passer quelque chose. Là. Changement d'entraîneur, je ne pense pas que ça va changer grand-chose parce qu'on change tout le temps d'entraîneur. On C'est change ça. souvent en fait d'entraîneur. C'est vraiment les joueurs qui doivent se regarder puis améliorer. Peut-être un défenseur de plus, ça pourrait aider. Parce que, écoute, on parle des Canadiens qui ont de la misère, mais là-bas, tu as deux des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, puis ils ont de la misère à faire les séries à chaque année. Là. Fait que, Ben oui. faudrait pas que Puis ça arrive. on a été chercher Keith là, pour essayer de renforcer la brigade défensive. J'ai aimé ce geste-là, mais là, on dirait qu'il manque encore quelque chose. Le désavantage numérique ne fonctionne pas du tout non plus dans les 13 derniers matchs. Mais avant ça, ça allait bien. Là. On menait la division. Tout allait bien. Edmonton, qu'est-ce qui a changé, là? Simplement qu'à partir du moment où est-ce qu'on a vu, par exemple, Mike Smith qui s'est blessé, tu sais, on va se dire, oui, Koskinen avait un bon début de saison, mais le fait que Mike Smith avait commencé la saison, était arrivé en début de saison relativement en bonne forme également, ça l'avait donné une chance, et c'est drôle, c'est quand on a donné le filet à Koskinen en Ouais. raison des problèmes avec, je pense que c'était relié en plus à la COVID que Mike Smith avait commencé à manquer. Et si je suis dans le champ, vous me le direz. Mais vraiment, c'est par la suite que ça s'est compliqué pour les Oilers. On a vraiment vu, on a comme senti la différence de. Tu sais, on voit souvent, on parle souvent à Montréal, la différence de confiance lorsque c'est Allen ou Price devant le filet. Tu es capable d'avoir deux formations différentes sur la glace. Je pense que c'est la même chose qu'on voit présentement avec les Oilers, la différence entre lorsque c'est Mike Smith devant le filet et lorsque c'est Mikko Koskinen qui vient remplacer le vétéran canadien.
Et malheureusement, Koskinen, je pense qu'avec les déclarations qu'il a faites, vient de démontrer peut-être exactement pourquoi il n'a jamais été en mesure de s'imposer comme gardien numéro 1 à travers la Ligue nationale de hockey. Parce qu'on se rappellera, quand il était junior et à moins de 20 ans, c'était un des meilleurs espoirs de gardien de but également de sa génération. Donc, Koskinen, qui malheureusement, sans le pointer du doigt directement, est une des causes qui fait en sorte que la chaîne va débarquer à Edmonton. Puis c'est pas compliqué. En Alberta, chaque fois que tu regardes les Oilers, tu te dis, coudonc, ils ont-tu vraiment tenté de réparer la roue de secours avec de la broche puis dire on fait un nœud avec de la broche puis on va espérer qu'on soit capable de rouler à 110 km/h puis ça pète pas. C'est plate, mais ça va prendre plus que de la broche pour régler le problème à Edmonton. Donc, est-ce que vous pensez que ça va se relancer d'ici les séries? Est-ce qu'Edmonton peut même penser encore les atteindre? Ou parce que là, si la glissade se poursuit, Edmonton, ils sont déjà 6e dans leur division. Là, il y a des cas de COVID dans l'équipe en plus. Ça pourrait changer le momentum. Ça pourrait même être bénéfique pour l'équipe à long terme. C'est une drôle de situation, là, évidemment. Certains matchs sont annulés pour Edmonton cette semaine. Mais est-ce que vous pensez que c'est une équipe qui peut quand même atteindre des séries cette saison? Oui. On a les éléments en place pour le faire. Même en début de saison, les Oilers ont connu un début de saison quand même assez extraordinaire. Si je ne me trompe pas, on est rendu 9-2 à un certain moment. C'était l'équipe à battre dans leur division. Puis ça, comme Luc le mentionnait, à l'arrivée de Koskinen, ça s'est mis à dégringoler. Mais toutes les équipes connaissent des mauvaises séquences dans la saison. L'avantage que les Oilers ont, c'est qu'ils s'étaient forgé une si grosse avance que ça en début de saison qu'ils sont encore dans la course. Donc, il s'agit juste que une ou deux bonnes rencontres de suite, puis qu'on relance, si on veut, un peu la roue, puis qu'on recommence à gagner des matchs. J'ai l'impression que ce qui pourrait peut-être faire du bien, plus il y a un changement d'entraîneur, c'est juste de faire une transaction, que ça soit une petite transaction, quoi que ce soit, juste amener un nouveau visage dans le vestiaire, essayer de changer les choses un peu. Là, je parle pas d'Evander Kane, ça, c'est pas, selon moi, pas la solution à amener dans le vestiaire, mais juste d'amener quelqu'un qui pourrait peut-être l'aider un peu, puis s'assurer justement que les jeunes, on ne stresse pas trop quand on est dans une mauvaise séquence, qu'on ne se revient pas sur nous-mêmes. Donc, j'ai l'impression justement que c'est pas fini pour les Oilers. Puis avec McDavid, Draisaitl qui souhaitent gagner, ils en ont parlé à l'été justement que cette année de perdre tout le temps au premier tour ou même ne pas faire les séries. On sent que c'est l'année où ils souhaiteraient se rendre plus loin, donc ils n'auront pas le choix de travailler pour au moins faire les séries. Là. Je ne sais pas l'espace qu'ils ont sur la masse salariale, les Oilers, là, je ne le connais pas par cœur. Mais on parle il y a des rumeurs là, parce que Jack Eichel va revenir au jeu. On doit libérer de l'espace sur la masse salariale. Puis on parle de Jonathan Marchessault. Je ne sais pas si ça fitterait dans le salaire, mais que lui aille avec les Oilers, ça pourrait aider dans le vestiaire. Je pense que les joueurs sont un vétéran dans la Ligue. Les Oilers ont présentement plus d'espace sur la masse salariale, sauf qu'en raison des LTR, en raison des blessés à long terme, ils ont présentement 1,7 million disponibles sur la masse salariale. Pas une scène de plus. Ça va être difficile finalement. C'est difficile de faire l'acquisition de morceaux qui peuvent aider l'équipe dans ce temps-là. Il faut que tu échanges toi-même un joueur pour faire de la place ou bien. Ou que tu donnes 2 choix de première ronde pour qu'une équipe de l'Est soit en mesure de retenir tout le salaire d'ici la fin de la saison. Je sais à quoi tu penses. J'ai pas mis d'idée bien précise. J'ai juste mis une hypothèse. Non, c'est sûr. Mais écoute, j'ai hâte de voir cette équipe-là. Mais en tout cas, une chose est sûre, puis il y a des gens qui blâment McDavid pour ça. Je pense vraiment pas que c'est de sa faute. Là, évidemment, il pourrait peut-être améliorer certaines choses dans l'équipe, mais pour vrai, j'ai l'impression quand même que il n'y a pas grand joueur qui contribue plus au succès de l'équipe que McDavid. Il ne peut pas jouer sur les 4 trios et les 3 paires de défensives. Là. Écoute, moi, je dirais simplement ceci. À partir du moment qu'Ovechkin a compris l'importance des deux sens de la patinoire, les Caps ont gagné une Coupe Stanley. Oui. Et oui, McDavid est rapide et se replie facilement. C'est bien beau. Est-ce qu'il est capable de bien jouer un jeu structuré qui ne tourne pas nécessairement autour de son talent et de sa relance offensive? J'ai juste un petit point d'interrogation et j'aime ça. Puis je pense que c'est Daniel Savageau qui l'a évoqué au cours des derniers jours également. Lorsque les leaders sont réellement des leaders qui font vraiment élever le jeu de ses adversaires, non pas les faire produire plus, mais qu'ils élèvent le jeu de ceux qui les entourent d'eux, c'est comme ça qu'on reconnaît les grands leaders. Et jusqu'à présent, je ne peux pas dire que Connor McDavid aide les joueurs autour de lui de non pas produire plus, mais d'élever leur jeu d'un cran. Et ça, je pense qu'il y a une distinction très importante qu'il faut vraiment déterminer, décerner entre les deux situations.